Bonjour à tous, François Gauthier, directeur de la publication de l'Embarqué. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes nombreux pour assister à ce webinaire organisé par l'Embarqué avec la société ISOL et Calray, les deux sociétés, sur la problématique de l'edge computing et de la conception de systèmes intelligents fondés sur des architectures matérielles assez innovantes, multicœurs, celle de Calray, associées à un système d'exploitation temps réel POSIX, celui d'ISOL. Voilà, donc le webinaire sera animé par Stéphane Sram de Calray et Roland Dudemaine d'ISOL, que j'accueille aujourd'hui avec plaisir. Le webinaire va durer environ 45 minutes. Sur le côté de votre écran, normalement, vous avez un petit panneau de configuration dans lequel vous pouvez poser des questions tout au long du webinaire. Je rassemblerai ces questions, je les synthétiserai et puis je les poserai aux intervenants à la fin de leur exposé. N'hésitez pas non plus à poser toutes les questions qui vous passent par la tête, même celles qui sont pointues. Si elles sont très très précises, elles seront de toute façon retransmises à ISOL et Calray et qui vous répondront avec plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous un bon webinaire et je passe donc la parole à Roland Dudemaine, à Stéphane Stram qui va démarrer cette présentation. Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui de pouvoir vous présenter cette solution commune ISOL-Calray sur les problématiques du edge computing. On va démarrer par une présentation de cette plateforme côté hardware, donc par Calray, suivi par les explications ISOL sur le côté software de cette solution. Et on prendra le temps de donner des applications, en tout cas des use cases, sur lesquels on pourra illustrer les différents points qu'on vous aura exposés. Sur l'Edge Computing Platform, bien sûr, le côté hardware doit permettre d'adresser plusieurs choses et on a introduit ce webinaire sur la notion de système intelligent. Calray, en quelques mots, offre une solution hardware, donc un chip, sur une technologie appelée Many-Core, justement pour ces systèmes intelligents qu'on va essayer de définir ici. Calray est une société qui a 10 ans, une société française qui en est à sa 3e génération de chips en production, avec des investisseurs qui donnent une idée du type de marché adressé dans ce domaine du edge computing, société publique depuis 2018. Les systèmes intelligents. Alors, on va pouvoir trouver différents types de définitions des systèmes intelligents ou du edge computing. On va utiliser ici ce qui semble être aujourd'hui la tendance d'utilisation et on va prendre un petit peu de temps pour définir en fait en quoi ça les définit. Un système intelligent est aujourd'hui un système qui doit gérer le grand nombre de data générées par les différents devices, différents objets, de façon à pouvoir faire un traitement et une prise de décision par rapport à ces data. Cela est une évolution par rapport aux besoins précédents d'objets sur de la connectivité ou de la mobilité et encore précédemment sur une approche beaucoup plus applicative de l'informatique. Bien sûr, on parle d'énormément de types d'industries dans ce domaine-là. C'est un vaste domaine. Le terme de edge computing a été utilisé pour essayer de regrouper ces points-là. Une des visions aujourd'hui du marché edge computing est proposée ici. Vous en trouverez différentes puisque cela couvre un nombre assez impressionnant de types d'industries qui peut aller de Amazon à un fabricant de voitures. Le point caractéristique ici, c'est vraiment été résumé en anglais en When IT meets OT, donc l'infrastructure rencontre l'opérationnel. Et les différents étages que vous voyez sur cette pyramide à droite représentent en fait en bas ces objets qui sont par milliards, seront par milliards, qui ont des besoins caractéristiques. Et on va s'arrêter sur cet aspect-là. On peut penser à agréger ces besoins sur différents cas. On peut penser à, par exemple, des chaînes de production dans une usine qui vont besoin de partager des données. Et à un autre niveau, entre usines, par exemple. Donc là où on arrive sur une notion de edge cloud.
puis une notion de pays ou de cross-industrie continentale, jusqu'à ce qu'on connaît comme le cloud centralisé, qui peut être public ou privé d'ailleurs, et bien sûr l'Internet. Le point crucial sur lequel on voudrait se focaliser aujourd'hui, c'est les caractéristiques de ces différents étages, et en particulier sur les étages Mist, Fog et Cloud, qui vont avoir des caractéristiques principales et en particulier cette capacité à gérer un grand nombre de données, comme on a dit, proches de là où elles sont générées, de façon à travailler sur une notion de latence et donc de temps de réponse sur ces données. Si on s'arrête donc maintenant sur le point de vue des attentes, donc des besoins et des requirements, des prérequis de cette industrie, cross-industrie, on peut en fait catégoriser les besoins en termes de compute, qu'est-ce qui doit tourner sur ces systèmes, d'architecture et de services, autrement dit aussi applicatif ou software. D'un point de vue compute, être proche de la donnée veut dire qu'on doit adresser des besoins de basse latence. Lorsqu'on fait de la réalité virtuelle dans un mall, par exemple, de confidentialité de data, un point très important au niveau des fabrications ou des usines critiques. Pouvoir conserver une bandwidth, une bande passante dédiée, et puis bien sûr pouvoir avoir la capacité de tourner des algorithmes de haute performance type neural network pour l'intelligence artificielle. Certains marchés ont des caractéristiques particulières, on cite ici l'automotive, mais le médical est le cas aussi, sur des contraintes de sûreté de fonctionnement, de safety, qui sont dédiées à ces marchés. L'architecture, pour répondre à ça, a des besoins particuliers, en particulier la possibilité de tourner différents types d'applications, donc ce qui s'appelle hétérogène computing, heterogeneous computing. Et on va voir effectivement que pour ça, arriver à fournir des nouveaux types de computing est très important. Et enfin, pour fournir ces services, étant donné le large spectre d'industrie et, vous l'imaginez, le large spectre dans l'écosystème d'OEM, de Tier 1, de Tier 2, fournisseurs rang 1, rang 2, etc., il est très important de pouvoir se baser sur des standards de façon à pouvoir accueillir différents types d'algorithmes, de software, d'intégrateurs dans ces différentes solutions. Aujourd'hui, on rencontre pas mal de solutions existantes qui sont en fait une combinaison de solutions qui viennent de différents secteurs. Donc, pour adresser les use cases dont on vient les requirements dont on vient de parler, on combine des processeurs d'application qui peuvent être sur des multicœurs pour pouvoir tourner plusieurs types d'applications. On peut ajouter des unités d'accélération, je pense à des GPU par exemple, et puis des CPU ou MPU dédiés pour ce qui pourrait être de la safety et la sécurité. En combinant tout ça sur une board, une plateforme, sur même un CPU, grâce à de la virtualisation software, on parvient à combiner suffisamment de choses pour répondre à ces requirements. On reste cependant dans une solution qui est une certaine complexité à programmer, à maintenir et à évoluer. L'idée principale de fournir une solution dédiée vient sur l'idée justement de pouvoir travailler non pas sur la combinaison, mais sur l'agrégation de ces fonctions grâce à l'architecture Maker. L'architecture Maker peut se résumer sur notre troisième génération à 80 cœurs et 80 accélérateurs dans une même puce, qui vont être regroupés de façon à pouvoir adresser les requirements dont on a parlé. La performance, on peut imaginer qu'avec 80 cœurs et 80 accélérateurs, on est sur du haute performance. Pouvoir maîtriser la consommation de ce chip, puisqu'on peut contrôler à l'intérieur d'un même chip les différents types de computing, avoir les interfaces qui permettent de s'adresser aux différents types de marchés et de pouvoir isoler certaines parties de ce chip de façon à faire de la safety dédiée ou de la sécurité dédiée. Bien sûr, la programmation reste un point critique sur ce genre de puce,
de façon à ce que les développeurs retrouvent leur environnement. Si on ouvre ce chip, donc le Coolidge, troisième génération des mini-cœurs chez Calray, vous trouvez ici des clusters, 5 clusters, qui représentent chacun 16 cœurs et 16 accélérateurs, donc 16 x 5, 80 cœurs, qui sont reliés par un interconnect, un network on chip, qui permet justement de gérer les entrées et les sorties haute fréquence, d'arriver à gérer les communications inter-cluster, inter-core, et d'avoir un calcul parallèle entre tous ces cœurs. L'intérêt principal est aussi que ce network on chip est configurable et donc peut isoler des clusters les uns des autres de façon à tourner indépendamment différents types de logiciels qui peuvent être de l'operating system, qui peuvent être de la computer vision, de l'AI ou de l'accélération de librairies mathématiques indépendamment. On peut donc illustrer l'utilisation d'un mini-cœur de la façon suivante, en ayant la capacité de tourner des applications de haute performance et en agrégeant, donc en consolidant différents types de calculs. L'illustration ici est basée sur, par exemple, l'applicatif en vert, qui pourrait tourner donc l'operating system de ISOL IMCOS ou un Linux, pour l'interface système et la gestion des entrées-sorties. Qui ensuite permet de offloader, donc de distribuer les besoins de calcul sur 2 clusters pour faire de l'intelligence artificielle, donc du Convolutional Neural Network, CNN, et de la Computer Vision pour du pré- et du post-processing, et de dédier un des clusters isolés, qui ne connaît ni le CNN, le Computer Vision ou l'application, qui peut avoir son interface mémoire dédiée et ses I/O dédiés de contrôle pour gérer, par exemple, dans une chaîne de production, la sûreté de fonctionnement d'un bras de robot, par exemple. De façon à travailler sur ces systèmes, Calray fournit différentes solutions selon les besoins de production et l'avancement dans la production. Tout d'abord pour l'évaluation et le développement, un environnement de développement complet avec le hardware et un SDK, Software Development Kit, qui permet le démarrage et la configuration de la puce telle qu'on l'a présentée, avec une série de librairies. Du prototyping, donc des form factors de board, de cartes permettant l'intégration dans des systèmes de prototypes ou de pré-série. Et enfin, bien sûr, de la production, donc la création de modules et de chips pour intégration par des fournisseurs de rang 1, par exemple, sur des solutions produits finaux. Je vais mettre un petit accent sur la programmabilité de cette puce. Il peut s'avérer que lorsqu'on prend une nouvelle architecture, en particulier une architecture mini-cœur, les développeurs aient besoin de retrouver un environnement connu. On s'efforce donc de fournir un environnement sur des types applicatifs différents que je vais décrire ici. Un exemple sur le Neural Network. Pour ceux qui, parmi vous, ont des besoins d'intelligence artificielle et qui ont déjà peut-être expérimenté des choses sur GPU, par exemple, on retrouve ici un environnement de programmation similaire grâce à CAN, le Calray Neural Network, qui vous permet d'utiliser un réseau de neurones entraînés, d'en faire son inférence, c'est-à-dire la possibilité de tourner en production ce réseau de neurones, grâce à cet outil qui va optimiser votre réseau pour notre puce, générer le code et que vous pourrez donc charger et utiliser directement. On peut ainsi utiliser du TensorFlow et du Café de façon à travailler sur des réseaux de neurones de type classification, détection ou segmentation. Au-delà de ça, lorsque vous voulez intégrer un mini-cœur pour ajouter ses capacités ou utiliser le mini-cœur de façon à utiliser ça dans votre système, il est tout à fait possible d'interfacer votre existant, votre legacy, et d'ajouter les capacités nécessaires au edge computing. On illustre ici cette configuration grâce à la Calray Acceleration Framework,
qui permet dans votre système host existant, du ARM ou du x86, de mettre des API permettant d'accéder à la puce Calray, le MPPA, et de pouvoir directement accéder au CAN que je viens de décrire pour le CNN, mais aussi à nos autres librairies pour de la computer vision, pour du C ou du C++, pour de l'OpenCL, pour des librairies mathématiques type BLAS ou LAPACK, pour par exemple du path planning en automotive. Enfin, si on creuse encore au niveau software, et c'est un point important pour tout ce qui est besoin d'écosystème, les développeurs vont trouver les outils habituels lors de leur développement, donc du C, du C++ et de l'OpenCL comme je viens de le décrire, des compilateurs type GCC ou LLVM, des débuggers, des operating systems type Linux ou Realtime OS, et ISOL va décrire l'utilisation ici par la suite sur cette plateforme, et les librairies que je viens de décrire. Grâce à ça, on peut passer, je te passe la main, Roland, sur l'utilisation justement software de cette plateforme dans le edge computing. Merci Stéphane. Donc Roland Dudemaine. Donc voilà, on a eu une bonne approche d'une proposition pour pouvoir faire de l'agrégation et permettre de rassembler toutes les fonctionnalités qu'on peut trouver dans du edge computing ensemble sur une même puce. Reste quand même une question importante de comment on va pouvoir programmer ce système-là, et l'organiser et s'assurer qu'on va avoir à la fois une bonne performance, une bonne qualité d'intégration et de temps en temps, si nécessaire, de la sécurité ou de la sûreté de fonctionnement. Un petit mot à propos d'ISOL. ISOL est une entreprise japonaise qui s'est installée, qui a été créée en 1975, donc depuis un certain temps. J'ai ouvert le bureau en France en 2018 et nous avons également un autre bureau en Allemagne. Et nous sommes rentrés en bourse également en 2018 et au premier marché actuellement. ISOL fournit des OS temps réel, hyperviseurs, Stack Autosar et du service évidemment autour de ces domaines-là, dans tous les domaines de l'embarqué, aussi bien l'automobile que l'industriel, médical, aéronautique. Donc, comme Stéphane l'a expliqué, on va retrouver des éléments qui sont importants dans le edge computing, des besoins en termes de haute performance et des processeurs en particulier qui vont avoir soit des contraintes mémoire si on parle de vraiment petites puces, soit au contraire du multiprocesseur, du many-core et souvent même plusieurs puces associées ensemble, du multi-chip. Donc, il est important d'avoir une plateforme qui va permettre, une plateforme logicielle qui va permettre de programmer tous ces cœurs et tous ces systèmes ensemble. D'autre part, il est important de pouvoir également s'assurer que le système va être d'un côté sûr et de l'autre côté, mais sûr en français à deux sens, il y a safety and security. Et donc qu'on peut s'assurer de garantir une functional safety, donc vraiment de la sûreté de fonctionnement, et la sécurité du système également. Il est très rare de trouver des systèmes où 100% du logiciel est créé par l'intégrateur. Dans la majorité des cas, on va au contraire essayer de réutiliser le plus possible de logiciels existants et en particulier, il est donc intéressant de pouvoir bénéficier de produits commerciaux de haute qualité, mais de récupérer également, quand c'est possible, de l'open source. Donc en particulier, l'intégration d'API POSIX va permettre cette portabilité. D'un point de vue embedded computing, on va pouvoir observer deux types d'organisations pour faire du high performance computing, soit une organisation plutôt hétérogène où on va retrouver des processeurs standards type CPU programmables et à l'inverse qui vont pouvoir gérer toutes les entrées-sorties et la communication avec l'extérieur, et inversement des processeurs qui vont être des cœurs qui vont être dédiés à faire du calcul métier, qui seront plutôt des DSP ou des FPGA.
Une autre approche est de partir exactement dans l'option inverse et d'avoir une approche many-cœur. L'approche many-cœur est intéressante dans le sens où on va avoir la possibilité de programmer tous ces cœurs-là de manière, j'allais dire symétrique, mais le mot n'est pas vraiment symétrique, de manière coordonnée avec une approche de programmation qui va être plus systématique. Et si le cœur est bien choisi, on va à la fois pouvoir faire implémenter des fonctions qui vont être plutôt de l'ordre de la communication ou des entrées-sorties, et du calcul pur et dur qui devrait être de manière de haute performance. D'un point de vue sûreté et sécurité de fonctionnement, il est important de pouvoir garantir au niveau logiciel une isolation entre toutes les fonctions qui vont fonctionner ensemble. Évidemment, elles doivent pouvoir communiquer ensemble, mais lorsqu'elles ne communiquent pas, on doit pouvoir démontrer qu'il n'y a pas d'impact quand l'une des fonctions arrête de fonctionner ou est attaquée d'un point de vue sécurité, les autres fonctions doivent continuer à fonctionner. Pour pouvoir implémenter cette isolation, donc Freedom from Interference, on a en général une approche avec deux techniques. D'un point de vue mémoire, donc ce qu'on appelle l'isolation spatiale, on va s'assurer que la mémoire n'est pas partagée, la mémoire est isolée. Donc ça, je vais pouvoir le montrer un petit peu plus tard, on a plusieurs techniques. Et puis, une isolation temporelle, donc s'assurer que, par exemple, on va utiliser soit des cœurs différents, soit que le partage du temps d'un cœur sera fait correctement. Donc ces deux approches-là sont intéressantes et importantes. Une autre dimension est de pouvoir choisir une solution logicielle qui va vous permettre de fonctionner, de faire fonctionner vos applications à la fois sur des petits cœurs, des systèmes moyens et des gros systèmes. Dans le cas de Calray, on a parlé du Many-Core, donc on va avoir 80 et même dans la génération précédente 256 cœurs, qui sont des cœurs chacun de haute performance, et assemblé, on arrive à un système qui est de très haute performance, et donc il est important que l'OS puisse tirer parti de toute cette haute performance. Ceci dit, souvent le système est connecté à d'autres processeurs également, qui eux vont être moins puissants, et donc une solution qui permettrait cette flexibilité de calcul hétérogène, multi-chip, multi-cluster, plusieurs groupes de cœurs ensemble, avec une programmation et une approche système harmonisée, c'est quelque chose qui pourrait être, qui est très intéressant au niveau de l'approche de votre design. MCO justement a été créé pour aller dans ce sens. Et donc MCO, ce n'est pas juste un seul OS, mais une famille d'OS qui peuvent avoir une interface de programmation qui va être adaptée au type de processeur et au type d'application que vous allez pouvoir installer. Tout à gauche, on voit MCOScore qui va être vraiment le cœur du l'OS, où on arrive à un système qui est très petit, peut tourner dans des systèmes très contraints en termes de mémoire. Par contre, on n'aura pas forcément une interface de programmation qui sera connue ou portable à d'autres OS ou d'autres OS. On a ensuite pour l'automobile un support de AutoSAR classique dans ce cas ici, classe 1 sans protection mémoire, classe 3 en utilisant la MPU. En grandissant un petit peu plus, on a ce qu'on appelle le mode unikernel, où en fait qui va être un OS temps réel similaire à ce qu'on voit à gauche avec MCOScore, mais qui fournira quand même une interface de programmation POSIX. Ce mode unikernel est très intéressant pour pouvoir faire du calcul pur, parce qu'on aura l'avantage de l'API POSIX, et pour autant une seule application qui fonctionnera sur ce cœur-là, et donc la possibilité de tirer le meilleur parti de la performance du processeur. Si on continue à droite, on va arriver sur la configuration qu'on appelle MCOS POSIX, où là on a une configuration qui ressemble beaucoup plus à un système du type Linux, où on va pouvoir avoir plusieurs processus qui seront isolés par la MMU du processeur, et on pourra avoir un système multi-cœur, multi-processus, et donc multi-applications sur tout un ensemble de cœurs. Et
Cette configuration-là est celle qu'en général, nos clients regardent le plus parce que ça leur permet d'intégrer plusieurs applications, par exemple, à la fois du calcul et de la communication et de la vision et d'autres applications éventuellement de sûreté de fonctionnement sur un même système. Tout à droite, on peut étendre cette configuration pour pouvoir utiliser des fonctions d'hyperviseur où on pourra avancer dans l'agrégation et la consolidation pour pouvoir accueillir un système, par exemple Linux, embarqué sur une plateforme temps réel et agréger plusieurs Linux ensemble ou des fonctions Linux et des fonctions sur ou secure ensemble sur des mêmes cœurs. Dans un contexte de Calray, on pourrait supporter ce genre d'application. Ceci dit, si on a 80 cœurs à utiliser, on a cet avantage qu'il n'y a pas forcément besoin d'utiliser la capacité de virtualisation. Et on peut se permettre de répartir les applications sur plusieurs cœurs. Une fonctionnalité particulière d'MCOS est son design au niveau du scheduler. Au cœur de l'OS, on utilise un design qui ressemble d'un point de vue application à un OS SMP, mais qui à l'intérieur utilise une approche qui est, en termes universitaires, s'appelle un multi-kernel, ou d'un point de vue un peu plus général, un micro-kernel distribué. En réalité, ce qui se passe dans un OS standard, SMP, type Linux et d'autres systèmes temps réel, c'est que tous les cœurs fonctionnent ensemble et lorsqu'un cœur doit changer le fonctionnement d'un thread, il va devoir récupérer un log sur toute la table des threads de tout le système et empêchera les autres cœurs eux-mêmes de modifier cette table et de modifier l'état des threads. Le design du multi-kernel, du micro-kernel distribué d'MCOS, prend une approche différente où chaque cœur a une installation séparée, a ses propres threads qui lui sont privés, qu'on pourra migrer d'un cœur à un autre, mais en tout cas qui lui sont privés. Et ça permet d'approcher le design du système, non pas en tant qu'un OS SMP, mais un système de systèmes, un réseau de cœurs temps réel sur chacun des cœurs. Et c'est ce qui permet à MCOS de pouvoir scaler, parce que c'est un terme qui apparemment est consacré en français également, scaler pour fonctionner sur des petits cœurs, sur un cœur, sur 4 ou 8 cœurs, mais également sur 16, 80, 256 cœurs, avec une limite de configuration actuelle à plus de 65 000 cœurs. Et donc ces cœurs vont pouvoir communiquer entre eux, de cœur à cœur, de manière complètement asynchrone, sans jamais bloquer le cœur voisin. Chaque cœur va pouvoir réaliser du scheduling et de l'ordonnancement de manière autonome. On va donc avoir un déterminisme temps réel qui sera excellent, puisqu'il s'agira d'un déterminisme d'un OS simple cœur. Au niveau du kernel, aucune mémoire n'est partagée. Et donc, lorsqu'un kernel, un thread du système doit communiquer avec un autre thread du même groupe de cœurs, en fait, un message va passer d'un microkernel à un autre et bloquera uniquement le thread, mais pas le cœur entier, et en tout cas, pas tout le système. Donc, d'autres cœurs pourront communiquer en parallèle avec encore d'autres cœurs dans le système. C'est ce qui permet d'avoir un très fort parallélisme, et on a une implémentation POSIX, par exemple, sur lequel on peut montrer une performance de l'ordre de 2 fois meilleure que Linux. Pour pouvoir tirer parti de tous ces cœurs, on a quand même la possibilité de faire ce qu'on appelle du load balancing et de répartir les cœurs et les migrer d'un cœur à l'autre. En particulier, en fait, on va détruire le cœur d'un côté et le recréer de l'autre pour pouvoir faire de la migration. Donc, on restera un OS simple cœur qui fonctionne dans un groupe pour réaliser les mêmes fonctionnalités qu'un OS SMP. Et dans l'étape suivante de scalability,
on va pouvoir avoir des groupes de cœurs, ce qu'on appelle des clusters de cœurs, qui vont pouvoir accueillir plusieurs processus. Autant au niveau du microkernel, aucune mémoire n'est partagée, autant au niveau des threads et de l'application, la mémoire peut très bien être partagée, et bon, on peut très bien avoir donc des processus avec plusieurs threads qui vont fonctionner sur plusieurs cœurs, qui vont partager des données de manière tout à fait familière, ce qu'on peut trouver sur d'autres OS, mais pour autant, on aura un bien meilleur parallélisme et un bien meilleur déterminisme du système. Donc, on va pouvoir avoir des groupes de cœurs qui fonctionnent ensemble avec des processus qui pourront utiliser tout ce groupe de cœurs, et on va pouvoir faire de la migration si nécessaire. Un des avantages de cette approche de passage de messages entre cœurs est que ce passage de messages peut également être effectué au travers d'un autre des groupes de cœurs. On peut donc en fait utiliser cette approche de message passing, ou de temps en temps on l'appelle également service oriented architecture, ou donc une approche orientée service. Donc les services vont pouvoir communiquer de manière locale au même cœur, locale au même groupe de cœurs, mais également distante entre groupes de cœurs sur une même puce, voire distante sur plusieurs puces. Et donc, on peut arriver à une implémentation ou à une installation où vous allez avoir plusieurs chips et tous vos chips qui vont communiquer ensemble avec une API qui sera harmonisée. Et peu importe la localisation d'une fonction, vous pourrez toujours communiquer avec de la même manière. Au niveau applicatif, toute cette particularité d'installation qui donne cet avantage de parallélisme va être cachée derrière une API POSIX standard. Encore une fois, il est important de pouvoir réutiliser les logiciels existants. Et donc, on va à la fois vous apporter une API POSIX ou AutoSAR classique dans le cadre de l'automobile, et apporter cet avantage de performance et cette flexibilité de design. Donc, une fois qu'on a mis en place une approche matérielle avec des systèmes qui permettent une forte agrégation de logiciels et un logiciel qui lui-même permet de tirer parti d'une manière très parallèle de tous ces cœurs, se pose la question de savoir comment on peut installer, comment on peut utiliser cette plateforme. Donc, une première chose qui est importante, qui est intéressante, c'est que tout ça, ce n'est pas quelque chose de théorique. MCOS POSIX est dès aujourd'hui disponible sur la plateforme MPPA3, et ça fait d'ailleurs partie, je crois, de la newsletter de l'embarqué aujourd'hui, la quotidienne de l'embarqué. Et donc, il est possible dès aujourd'hui, de tester cette solution-là. Je vais parler de deux cas particuliers dans lesquels on peut installer à la fois la solution ISOL et la solution cadrée. Évidemment, ce ne sont que deux exemples et je suis sûr qu'il y en a beaucoup plus. Le premier exemple ici qu'on peut observer, c'est une plateforme de conduite automatisée, conduite autonome, où on va pouvoir réutiliser un framework qui s'appelle AutoWare et qui en particulier utilise lui-même le framework ROS, Robot Operating System, pour pouvoir mettre en place un système autonome de conduite. Donc ici, on intègre dans une même puce à la fois des fonctions de vision et de contrôle robotique pour pouvoir installer un système. Comment on peut réellement, concrètement installer et utiliser le MPPA et MCOS dans ce système-là? On a deux possibilités, ou plus, hein, évidemment, ce ne sont que deux exemples. Un premier mode qu'on appellera le mode accélérateur, où l'idée ici est d'étendre les capacités d'un système qui gère toutes les entrées-sorties avec un processeur à base d'ARM ou x64, et de lui rajouter des capacités en termes de performance et de sûreté de fonctionnement. Dans cette configuration-là, on aura un système sur la plateforme ARM ou x86 qui sera soit un Linux, soit un RTOS, type MCOS POSIX, qui fonctionne également sur ces systèmes-là, qui va acquérir les données de la caméra, communiquer avec le réseau de la voiture par de l'Ethernet ou par des bus industriels ou automobiles comme le CAN, et va fournir des données brutes de calcul à
un système de compute, comme le disait Stéphane, avec du CNN ou de l'OpenCV, pour pouvoir analyser toutes les entrées du système. Et en parallèle, sur ces systèmes-là, ici, on va pouvoir à la fois mettre en place et dédier certains cœurs à faire du calcul, mais on peut également avoir des fonctions de critique pour la sécurité ou pour la sûreté de fonctionnement, comme par exemple une vérification, un contrôle de ce que fait le compute ou un contrôle externe de l'arme. On peut avoir un watchdog qui va être implémenté, mais beaucoup plus intelligent qu'autre chose. On pourrait par exemple avoir la partie décisionnelle de la conduite sur la partie arme et avoir une version réduite ou étendue, au contraire, de décisionnel ici, avec 2 implémentations autonomes. Une autre possibilité d'aller un petit peu plus loin encore sur cette intégration et sur l'utilisation des puces Calray et de remplacer le processeur ARM par un autre processeur Calray. Quelque chose qui est intéressant, c'est que la puce Calray a un interconnect qui est rapide et où en fait tous les cœurs vont pouvoir partager à très haute vitesse leurs données entre 2 puces. Donc dans ce cas-là, on aura toujours cette partie compute qu'on verra sur la partie de droite, et finalement les fonctions n'auront pas réellement été modifiées à ce niveau-là. Ça pourrait être une évolution. Et sur la partie gauche, on pourra avoir d'autres éléments de compute également présents et du Linux embarqué pour réaliser toutes les entrées-sorties, l'acquisition des données de la caméra qui pourra être connectée par réseau Ethernet et inversement une sortie par les réseaux automobiles. Et dans ce cas-là, on pourrait par exemple réorganiser le système pour que la communication de safety, donc MCOS AutoSAR, Adaptive Platform ou Classic Platform, puisque les deux sont disponibles avec les solutions ISOL, qui communiquerait avec le BusCAN. Encore une fois, toutes ces installations-là et toute cette proposition ici permet d'avoir une consolidation et une agrégation d'énormément de fonctionnalités ensemble sur 1 ou 2 puces, le tout sans virtualisation, puisqu'on a suffisamment de cœurs pour pouvoir répartir les fonctionnalités sur des cœurs physiques sans avoir besoin de réfléchir à partage des ressources. On a suffisamment de ressources. Un deuxième cas d'utilisation, qui lui est beaucoup plus loin de l'automobile, ce serait de l'intelligence artificielle. Ici, on parle d'un exemple spécifique qui va être de l'analyse d'images et du contrôle de qualité sur une chaîne de production. Ça pourrait être de la vérification visuelle de la qualité d'éléments produits sur une chaîne de production, aussi bien de la nourriture ou, dans le cas ici avec cette image-là, la qualité d'une puce électronique. On peut inspecter la puce électronique de manière automatisée sur la ligne de production. Et ce, à très haute vitesse, puisqu'on va pouvoir faire de la vision à très haute précision, à haute vitesse, avec une puce Calray. De la même manière, on va pouvoir tirer parti d'un OS temps réel si besoin pour la partie compute. On peut également utiliser sans aucune modification le framework KNN pour le Neural Network ou CAF pour pouvoir faire de la programmation à partir d'un PC ou d'une plateforme ARM qui sera disponible proche de la chaîne de production. Et l'interface de programmation de contrôle industriel déployé avec un écran et un clavier pour être présent ici. Et donc c'est un cas où on sera encore une fois dans un cadre d'accélération et on aura uniquement de la vision. Donc cette vision peut être faite avec l'OS MCOS ou peut être faite avec également un exécutif léger qui s'appelle ClusterOS que Calray fournit. Donc cette approche-là, en fait, elle est souvent déployée avec simplement un PC ou une plateforme ARM dédiée. On bénéficie de la possibilité de pouvoir étendre fortement les capacités de vision dans une chaîne déjà établie. Une évolution est du coup d'avoir non pas un PC standard avec un écran qui serait connecté au PC, mais d'avoir une interface plus légère, basée sur une interface web, où on aurait en solution simple puce la partie vision, la partie
web service pour le contrôle du système à distance, ou éventuellement local si on veut mettre un écran tactile pour le technicien. Et puis, réellement, ici, du contrôle de sûreté qui va permettre réellement de contrôler localement la chaîne de production. Par exemple, d'arrêter si on voit qu'on a un débordement, des puces ou des objets ne seraient pas alignés sur la ligne de production. Et encore une fois, cette approche est intéressante parce qu'on va pouvoir assembler sur une même puce énormément de fonctions de criticité différentes, de performances différentes et de sûreté différentes ensemble. Donc voilà, la criticité différente sur une simple puce. Je repasse la main à Stéphane pour assembler le message. Merci. Merci Roland. Voilà, j'espère qu'avec ce point de vue hardware et software, et surtout cette combinaison, vous comprenez la définition de la plateforme ISOL et Calray. Encore une fois, juste pour revenir sur les besoins du edge computing, on les a listés en tant que requirement, on les a décrits en tant que solution. Un réel besoin de performance, donc comment arriver à tourner des algorithmes à haute vitesse et scalable, c'est-à-dire que selon l'endroit dans le edge où on se trouve, avoir la possibilité de tourner plus ou moins d'algorithmes. Savoir en contrôler l'efficacité de consommation d'énergie. Encore une fois, on ne va pas consommer la même chose dans une usine 4.0 et un drone. La possibilité de se connecter à différents types d'interfaces pour pouvoir gérer justement ce flot de données in et out. Et comme Roland l'a décrit, la possibilité de cette programmabilité ouverte pour l'écosystème basée sur des standards du POSIX, de l'OpenCL, de l'AutoSAR dans certains marchés. Et enfin, cette isolation spatiale, point important dans un système tel que le Maker qui est géré d'un point de vue hardware, hein, qui n'a pas de besoin de gestion software, et une isolation temporelle ajoutée par un Real-Time Operating System IMCOS de façon à faire de l'isolation de traitement et donc d'avoir un système hétérogène software basé sur du Maker. L'idée principale ici à retenir, c'est vraiment que les besoins edge computing vont en évoluant. On sait aujourd'hui définir une partie des prérequis qui sont adressables avec cette plateforme. On sait que cette plateforme et cette solution ISOL et Calray est évolutive dans le sens de ses prérequisites sur la performance, la latence et le temps réel, et la possibilité de mixer différents types d'applications et même différents types de criticité, safety et sécurité. C'est grâce à cette solution donc on parvient à adresser donc les applications Edge. Encore une fois, nous ne confondons pas les différentes industries. On est tout à fait conscient que un temps de développement d'une voiture autonome est entièrement différent du temps de déploiement même d'un système de vidéosurveillance, que les contraintes en médical sont complètement différentes des contraintes de Smart City, entre de la safety et de la sécurité, que l'industrie 4.0 va déployer des besoins de confidentialité qui n'ont rien à voir avec l'utilisation de drones, par exemple. L'idée ici, c'est de pouvoir condenser le point principal du edge computing, qui sont performance, latence, flexibilité et scalabilité, de façon à adresser ce marché sur une solution commune hardware et software. Merci pour votre temps, merci pour votre attention. Merci Stéphane et Roland. Alors écoutez, on va passer un petit peu aux questions-réponses. Alors d'abord, la première question concerne, vous avez évoqué à un moment les réseaux de neurones, enfin la capacité d'installer des réseaux de neurones sur votre architecture. Et il y a plusieurs questions qui portent sur la comparaison de performance entre ce type d'approche et les approches autour de GPU. Notamment, par exemple, bon, c'est vrai que c'est une architecture qui se développe actuellement, les architectures NVIDIA, Xavier,
l'architecture Xavier, les modules Jetson qui sont quand même très utilisés, enfin, qui apparaissent beaucoup dans l'industrie actuellement. Donc, est-ce que vous avez des éléments de comparaison ou comment vous voyez les deux types d'approches? Tout à fait. Donc ça, sur ce point particulier qui est un point précis, il existe énormément maintenant de compagnies qui se lancent sur ce qu'on appelle Yet Another AI Chip. Donc vous pourrez en trouver énormément. Les éléments de comparaison sont assez différents et pour faire court et ensuite expliquer, aujourd'hui la puce Calray Coolidge version 1 a des performances comparables en TOPS par watt avec le module Xavier sur le Jetson. J'attire l'attention sur le fait que la comparaison entre les chips AI peuvent se faire de différentes manières et j'ouvrirai volontiers le débat sur la notion de TOPS par watt, d'inférence par watt, et ce qui va probablement être la vraie comparaison, c'est l'inférence, le type de calcul, par watt, la consommation, par dollar, le coût du chip. Et là, on se positionne beaucoup mieux qu'un GPU Xavier. Je rajouterais également que d'un point de vue logiciel, il ne faut pas oublier qu'il y a le calcul proprement dit de CNN ou d'inférence, mais souvent l'intégration de ces calculs-là dans un système est aussi un point de discussion important, et le fait d'avoir cette flexibilité sur la disposition des cœurs et l'utilisation de plus ou moins de cœurs à côté d'autres fonctionnalités sur la puce est aussi intéressant. Et ce que n'offriront pas d'autres architectures comme du Xavier. Voilà, alors juste une petite extension par rapport à cette question, c'est que est-ce qu'il existe actuellement des cartes, des modules processeurs, des cartes SOM qui sont très utilisées dans les équipes de développement avec un processeur Calray? Oui, nous avons deux types d'environnements disponibles actuellement. Une carte SOM, donc Solution on Module, présenté à droite ici, donc un form factor qui permet d'être intégré sur des carrier boards de nos clients. Et le deuxième format est un format PCI, comme vous le voyez ici, une PCI card standard. D'accord. Alors au niveau de la programmation, il y a une question qui est posée. À un moment, vous avez mentionné l'environnement OpenML pour machine learning. Il y a plusieurs questions pour savoir si vous supportez le langage OpenCL. La réponse est oui. L'architecture que j'ai présentée, Calray Acceleration Framework, qui permet le déploiement des applicatifs sur le MPPA, est basée sur OpenCL. Donc le MPPA est défini comme un device OpenCL et le déploiement des applicatifs C, C++ et CNN Computer Vision utilise l'infrastructure logicielle d'OpenCL. OpenCL 1.2 Embedded Version. D'accord. Alors, il y a d'autres questions un petit peu plus techniques sur les isolations, etc. Bon, je pense que vous répondrez directement aux personnes qui ont posé ces questions. Il y a deux types de questions après qui ouvrent un petit peu plus le débat sur des choses plus importantes. Le premier, c'est sur la sécurité. C'est quand même un élément qui devient quand même prédominant dans les développements embarqués. Alors, comment vous abordez ce problème de la sécurité, cybersécurité? Est-ce qu'il y a des architectures de type TPM que vous intégrez dans votre architecture matérielle, pour la partie matérielle, et pour la partie logicielle, est-ce qu'au sein d'ISOL, il y a des mécanismes ou des applicatifs particuliers pour cette partie sécurité? Alors, je ne sais pas pour qui est la question. C'est peut-être à toi, Stéphane, de répondre en premier. Je commence et puis tu pourras dire effectivement que le support ensuite. Si on ouvre un petit peu plus la boîte des clusters, donc savoir combien on a de cœurs dans un cluster, nous avons dédié dans chacun des clusters un ILO, Island, Safety and Security Island, donc avec un 17e cœur dans chaque cluster dédié à la gestion de la sécurité. Donc tout ce qui est Secure Boot, Root of Trust, Secured Memory and Secure Bandwidth sont dédiés sur cette partie de chaque cluster.
et chacun de ces îlots sont reliés par des bus sécurisés indépendants du bus de données ou du bus de contrôle. Donc il y a on peut dire une architecture sécurisée en parallèle de tout ce que j'ai pu présenter ici sur le fonctionnel, avec des engins de crypto aussi pour gérer la cryptographie de clés, de certificats, mais aussi de données. Et je vais rajouter qu'en fait, le cœur spécifique utilisé par cette puce Calray est un cœur qui est capable à la fois de faire de l'exécution standard, telle qu'on pourrait le voir sur des instructions ARM ou x86, mais il y a des instructions spécifiques qui permettent de faire du calcul et de l'utiliser plus comme un DSP, et d'autres instructions qui sont spécifiquement pour permettre de faire de la manipulation de bits, qui est très utile pour pouvoir faire de la cryptographie. Donc il y a effectivement ces cœurs séparés, mais même sur les cœurs normaux, on peut paralléliser la cryptographie proprement dite. D'un point de vue architecture matérielle, il est important de pouvoir s'assurer que qu'on a des îlots de sécurité. D'un point de vue logiciel, en particulier lorsqu'on fait de l'agrégation, on a de temps en temps le besoin qui va être pas opposé, mais inverse, c'est-à-dire de pouvoir localiser le plus possible les clés de cryptographie, et donc des applicatifs pourront faire leurs propres clés et vont pouvoir faire des algorithmes de cryptographie de manière très efficace localement, très proche de l'applicatif. Alors l'autre, ben, j'imagine que c'est un problème assez complexe, hein, après chacun va avoir ses propres contraintes, etc. L'autre grand domaine, évidemment, c'est le domaine de la certification. Est-ce qu'il existe donc des éléments pré-certifiés pour la partie logicielle? Alors vous ne l'avez pas trop évoqué dans votre présentation, mais peut-être que plutôt dans le domaine de la défense où c'est primordial. Donc, est-ce qu'il y a des pré-certifications et du côté matériel aussi, est-ce que vous vous intéressez à cette problématique de certification, notamment pour les marchés de la défense et de l'aéronautique? D'accord. Alors, certification est un mot très large. Je vais prendre ça d'un point de vue, déjà d'un point de vue qualité. Donc la réponse est oui. D'un point de vue qualité, la puce et le software vont être qualifiés pour du marché automotive, premièrement, du marché data center, enfin de cloud edge dans un deuxième temps. Donc là, on parle d'une certification, d'un assessment ISO 26262, niveau ASIL B, pour le hardware et pour une partie du software gérant les Freedom from Interference. Nous avons une qualification AEC Q100, Grade 2, donc ce qui correspond à l'utilisation certifiée de puces dans le domaine automotive. Et nous utilisons une chaîne de production, nous sommes fabless, hein, une chaîne de production qui est qualifiée pour ces marchés-là. Donc via, sans surprise, des gens à Taïwan. Au-delà de ça, nous sommes en train de faire du gap analysis. Pour les gens qui parlent de certification, je pense que ça parle. Un gap analysis entre l'ISO 26262 et du DO 178 pour l'avionique. Voilà, donc ça adresse complètement la partie safety au niveau hardware. Au niveau logiciel, on va pouvoir. Ce qui est intéressant, c'est de considérer le cas d'utilisation du Calray ici, du chip Calray. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir justement faire de l'isolation physique, puisque des logiciels et des fonctionnalités autonomes vont pouvoir s'exécuter en parallèle et de manière indépendante sur plusieurs clusters. Donc on peut très bien imaginer d'utiliser le logiciel MCOS POSIX ou MCOS AUTOSAR, pour lequel on a déjà terminé une certification ASIL-D, sur des cœurs indépendants, et on peut par exemple faire de la redondance sur un même chip. On pourrait très bien imaginer, dans ce que je montrais tout à l'heure, par exemple, si je j'avance ici,
d'avoir de la redondance en monochip, où ici, la fonction critique à gauche, la fonction critique à droite pourrait en fait réellement exécuter les mêmes algorithmes, et pour autant, on n'aurait pas besoin d'avoir deux puces. Ça parle toujours de safety, ça parle pas de sécurité. D'un point de vue sécurité, la communication interne entre les cœurs va être isolée. Et la communication intercluster est totalement déterministe. C'est un élément sur lequel Calray a plusieurs brevets, et ça permet de garantir les chemins de communication. Donc, dans ce cadre-là, est-ce que vous avez des kits particuliers de développement DO254 et DO178C notamment pour cette partie avionique? Nous avons en cours une étude sur le DO254. Il faut savoir que le DO254 n'a jamais apparemment qualifié quelque chose plus qu'un single core, peut-être un dual core. On parle de 80 cœurs ici. La route est longue. D'accord. Ok, bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Donc, pour ce webinaire particulièrement intéressant. Donc, pour ceux que ça intéresse, on publie aujourd'hui sur la lettre de l'embarqué donc le portage du système IMCOS POSIX sur l'architecture Coolidge. Pour ceux que ça intéresse, donc on va le publier dans les minutes qui suivent. Et puis voilà, bah, je remercie Roland Dudemaine et puis Stéphane Stram pour leur présentation. Je vous souhaite à tous une bonne journée et puis je vous donne rendez-vous à la rentrée pour une série de webinaires qui seront organisés par l'embarqué à raison de peut-être 1 ou 2 par mois à partir du mois de septembre. Voilà. Merci beaucoup, merci de votre attention, merci à tous et passez un bel été. Merci, au revoir. Merci à tous, au revoir.